La porte s'ouvrit dans un grincement sourd, comme un aveu forcé, et Mathie se figea sur le seuil, le cœur battant à tout rompre. Gaspard, les yeux rougis par des larmes qu'il ne versait pas encore, le fixait avec une intensité qui transperçait l'air lourd de l'appartement. « Reste, murmura-t-il d'une voix brisée, ou emporte-moi avec toi avant que tout ne s'effondre. » C'était un soir d'automne à Paris, où les feuilles mortes collaient aux semelles comme des regrets tenaces. Mathie, 25 ans, fraîchement diplômé en cinéma à la Sorbonne, habitait un studio exigu dans le Marais, ce quartier labyrinthique où les rues pavées murmuraient des secrets d'amours interdites. Il avait croisé Gaspard pour la première fois un mois plus tôt, lors d'une de ces averses soudaines qui transforment les Parisiens en fantômes pressés. Gaspard, 55 ans, professeur de littérature à la retraite, vivait au même étage, dans un appartement plus vaste, imprégné d'odeurs de vieux livrets de tabac froid. Sa femme, Claire, une galeriste aux manières impeccables, voyageait souvent pour ses expositions, laissant derrière elle un vide que Gaspard comblait par des soirées solitaires devant la radio. Tout avait commencé par un simple geste, aider à installer une télévision. Claire était partie pour une semaine à Lyon, et Gaspard, maladroit avec les câbles et les connexions modernes, avait frappé à la porte de Mathie un après-midi pluvieux. « Je suis un dinosaure avec ces machins », avait-il ri, un sourire timide creusant des rides profondes autour de ses yeux bleus délavés. Mathie, flatté par cette confiance inattendue, avait accepté sans hésiter. Ils avaient passé l'après-midi ensemble, Gaspard racontant des anecdotes sur Balzac et Proust tandis que Mathie dénouait les fils emmêlés. La télévision s'était allumée dans un éclat de lumière, illuminant le salon comme une promesse fragile. Ce jour-là, une étincelle s'était allumée. Mathie, qui avait fui sa province natale pour Paris en quête de liberté d'aimer qui il voulait, sans les regards accusateurs de son père fermier, avait senti en Gaspard une vulnérabilité qui le touchait au plus profond. Gaspard, marié depuis 30 ans, avait toujours étouffé ses désirs sous des couches de conventions bourgeoises. Il lisait des vers de Verlaine en cachette, se rappelant des nuits étudiantes où il avait frôlé des lèvres masculines dans les bars sombres de Saint-Germain. Mais la vie l'avait emporté, un mariage arrangé, une carrière stable, des enfants partis au loin. Pourtant, ce jeune homme aux cheveux châtains en bataille et au rire contagieux ravivait en lui un feu qu'il croyait éteint. Les visites se multiplièrent. D'abord anodine, un café partagé dans la cuisine de Gaspard, où les tasses en porcelaine fine contrastaient avec les jeans usés de Mathie. Puis, des soirées cinéma devant la nouvelle télévision, des films américains des années 70 que Mathie adorait, des histoires de cow-boys solitaires et d'amour volés sous le ciel texan, imprégnées de cette mélancolie brute qui faisait vibrer Gaspard. Les Américains savent parler du cœur sans fioriture, soupirait-il, son épaule effleurant celle de Mathie dans l'obscurité du salon. Chaque contact était une décharge électrique, un pas de plus vers l'abîme. Mais Paris, avec ses tours de guet invisibles, veillait. Claire rentra plus tôt que prévu un soir de novembre, les jours rosés par le froid et les triomphes professionnels. Elle trouva l'appartement impeccable, la télévision fonctionnant à merveille, et Gaspard plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. « Tu as de la compagnie » demanda-t-elle en embrassant son mari, flairant vaguement un parfum masculin qui n'était pas le sien. Gaspard balbutia une excuse sur un voisin serviable, mais son regard fuyant trahit une faille. Mathie, de son côté, noircissait des pages de son journal intime. « Il est comme un roman inachevé » écrivait-il, plein de chapitres effacés par la bienséance. Il se surprenait à guetter le bruit de la porte de Gaspard, à imaginer des scénarios où ils s'enfuyaient ensemble vers la Côte d'Azur, loin des obligations. Pourtant, la peur le rongeait, et si Gaspard choisissait la sécurité? Et si Mathie n'était qu'un caprice d'automne? Le hook du destin frappa lors d'une fête de quartier, une de ces soirées obligées dans la cour de l'immeuble, où le vin coulait et les langues se déliaient. Mathie, encouragée par un verre de trop, osa un geste, sa main sur le bras de Gaspard, un murmure à l'oreille. « Viens avec moi ce soir. » Les yeux de Gaspard s'écarquillèrent, un mélange de désir et de terreur. Claire, de l'autre bout de la cour, les observa, son verre suspendu en l'air. Le lendemain, l'orage éclata. Gaspard rentra chez lui ce soir-là avec le poids d'un secret trop lourd pour ses épaules voûtées. Claire l'attendait dans le salon, les bras croisés, le visage un masque de calme glacial forgé par des années de compromis. « Qui est ce garçon, Gaspard ? Ne me mens pas. » Sa voix, d'ordinaire mélodieuse comme un air de Debussy, claqua comme un fouet. Il s'assit, les mains tremblantes, et avoua tout, pas l'adultère physique, pas encore mais les mois, la connexion, le vide comblé par ses après-midi volés. Claire écouta en silence, puis se leva, les yeux brillants de larmes contenues.
Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, pour nous. Tu préfères un gamin qui te voit comme un père fantasmé? Les mots la blessèrent autant qu'ils le libérèrent. Gaspard, pour la première fois, se sentit nu, vulnérable, mais étrangement vivant. Il ne nia pas, il expliqua, avec la précision d'un professeur disséquant un sonnet, comment Mathie avait réveillé en lui l'homme qu'il avait enterré sous des piles de manuscrits jaunis. Claire, abasourdie, quitta l'appartement pour la nuit, prétextant un hôtel près de la Seine. Seule dans la chambre d'un palace anonyme, elle pleura pour la première fois depuis la mort de sa mère, se rappelant leur propre début passionné, maintenant réduit à des routines. Mathie, ignorant la tempête, frappa à la porte de Gaspard le lendemain matin, un bouquet de chrysanthèmes orangés à la main ou des fleurs d'automne, symbole de renouveau fragile. La porte s'ouvrit sur un Gaspard hagard, les traits tirés par une nuit blanche. « Entre, dit-il simplement, et ils s'assirent face à face, le silence chargé d'électricité. Mathie posa les fleurs sur la table, sa voix tremblante, « J'ai rêvé de toi toute la nuit. » Un rêve où on marchait le long de la Seine, sans chaîne. Gaspard prit sa main, la première fois qu'il osait un tel geste en pleine lumière du jour. Ses doigts, calleux d'années à tourner des pages, enveloppèrent ceux de Mathie avec une tendresse infinie. Claire sait tout. Le monde de Mathie bascula. Il imagina les scénarios catastrophes, un scandale dans l'immeuble, des ragots filtrant jusqu'à sa famille en Bretagne, Gaspard chassé de son propre foyer. Mais au lieu de fuir, il serra plus fort la main de l'homme plus âgé. « Et toi, qu'est-ce que tu veux » demanda-t-il, les yeux plongeant dans ceux de Gaspard comme pour y lire l'âme. La réponse vint dans un baiser, hésitant d'abord, puis vorace, un torrent refoulé de 30 ans de silence. Ils s'embrassèrent là, dans le salon baigné de soleil pâle, la télévision muette témoin de leur reddition. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pures, un interlude romantique volé au destin. Ils se promenaient incognito dans les jardins du Luxembourg, Gaspard récitant des poèmes de Rimbaud tandis que Mathie filmait discrètement des plans de leurs mains entrelacées sur son téléphone. Ils dînaient dans des bistrots discrets du quartier latin, partageant des assiettes de coq au vin et des confessions chuchotées. Gaspard parla de son mariage comme d'un contrat social, de ses doutes enfouis depuis l'université où il avait aimé en secret un camarade de classe, un amour brisé par la peur de l'exil familial. Mathie, à son tour, confia ses luttes, coming out à 16 ans, rejeté par son père, Paris comme un phare dans la nuit. Pourtant, l'idylle portait en elle les germes du conflit. Claire revint, non pour pardonner, mais pour négocier. Elle proposa une séparation à l'amiable, des papiers discrets pour préserver les apparences. Après tout, ils avaient des amis en commun, une vie sociale tissée de fils fragiles. Mais au fond d'elle, une jalousie acide la rongeait, non pas envers Mathie, mais envers cette partie de Gaspard qu'elle n'avait jamais touchée. « Tu m'as volé mon mari » lança-t-elle un soir à Mathie, lors d'une confrontation tendue dans le couloir de l'immeuble. Mathie, dos au mur, répondit avec une dignité héritée de ses lectures de Sartre, « Non, madame. » Il s'est retrouvé lui-même. Le premier vrai conflit surgit quand Gaspard dut choisir, annoncer leur relation à ses enfants, ou la garder secrète pour épargner la famille. Ses fils, un à New York dans la finance, l'autre à Lyon en médecine, idolâtraient leur père comme un pilier inébranlable. « Ils me verront comme un monstre » gémit Gaspard une nuit, blotti dans les bras de Mathie sur le lit étroit de son studio. Mathie, le cœur serré, le berça comme un enfant ou comme un homme courageux. L'authenticité, c'est la seule héritage qui compte. Mais la trahison guettait dans l'ombre. Un ami commun, un vieux collègue de Gaspard nommé Henri, avait surpris leur regard complice lors d'un dîner. Jaloux de sa propre solitude, il murmura des insinuations à Claire, amplifiant les rumeurs. Bientôt, l'immeuble bruissait de chuchotements, le professeur et le jeune cinéaste. Quel scandale! L'hiver s'installa sur Paris comme un manteau de givre, enveloppant les toits en zinc d'une couche impitoyable qui reflétait les tourments intérieurs de Gaspard et Mathie. Leur amour, nourri dans l'urgence des rendez-vous clandestins, se muait en une flamme vacillante, menacée par les vents contraires de la société. Gaspard, rongé par la culpabilité, passait des nuits entières à relire ses lettres d'amour à Claire, se demandant si son cœur n'était pas un traître incurable. Mathie, plus impulsif, tournait un court-métrage inspiré de leur histoire des ombres d'hommes se cherchant dans les couloirs du métro, une métaphore visuelle de leur danse hésitante. Le point de non-retour arriva lors des fêtes de fin d'année. Claire, dans un sursaut de dignité blessée, organisa un dîner familial pour Noël, invitant les enfants et forçant Gaspard à assister. Il y alla, le ventre noué, laissant Mathie seul dans son studio avec une bouteille de cognac et un film de Capra pour compagnie.
À table, entre les rires forcés et les toasts au passé, Claire glissa une enveloppe à Gaspard, les papiers de divorce, signés de sa main élégante. « Libère-toi, dit-elle doucement, les yeux voilés. Mais souviens-toi que l'amour n'est pas un droit exclusif. » Gaspard rentra brisé, trouvant Mathie endormie sur le canapé, une larme séchée sur la joue. Il le réveilla d'un baiser, et cette nuit-là, ils firent l'amour pour la première fois pleinement, sans retenue, leur corps se découvrant dans une tendresse mêlée de désespoir. Gaspard, avec ses cicatrices d'âge et sa peau marquée par le temps, se sentit adoré comme un dieu païen. Mathie, dans les bras forts et rassurants de son amant, trouva un ancrage contre les tempêtes de la jeunesse. « Tu es mon Amérique, murmura Mathie, évoquant ces vastes plaines de liberté des westerns qu'ils aimaient. Gaspard rit doucement, et toi, mon Paris rebelle. Mais le répit fut bref. Les enfants apprirent la vérité par un appel maladroit de leur mère, et le verdict tomba comme une sentence. Le fils aîné, Pierre, coupa les ponts, accusant Gaspard de détruire la famille. Le cadet, Julien, plus compréhensif, proposa une visite, mais avec une distance prudente. La trahison la plus profonde vint d'Henri, qui, sous couvert d'amitié, contacta un journal local pour un portrait humain sur les amours tardives, un article sensationnaliste qui transforma leur intimité en une curiosité publique. Les photos floues, prises à la dérobée, firent les gros titres. Le professeur Gay du Marais, scandale ou renaissance? Mathie, exposé malgré lui, vit son projet de film menacé. Des investisseurs potentiels se retirèrent, craignant le buzz négatif. Il confronta Gaspard dans un café bondé près de Notre-Dame. Était-ce worth it? Tout ce chaos pour quelques nuits volées. Gaspard, le visage creusé par l'insomnie, prit ses mains de part et d'autre de la table. Chaque seconde avec toi vaut 1000 vies tièdes. Mais si tu veux partir. Mathie secoua la tête, les larmes coulant librement. Jamais. On affronte ça ensemble. Leur lien se renforça dans l'adversité, tissant des moments de poésie quotidienne, des matins où Gaspard préparait des croissants et du café, lisant à voix haute des extraits de À la recherche du temps perdu pendant que Mathie esquissait des storyboards, des soirées où ils dansaient sur du jazz américain diffusé par la télévision, les corps se mouvant en une valse improvisée. Pourtant, le conflit intérieur de Gaspard culminait. Il aimait Mathie d'une passion viscérale, mais la perte de son passé le hantait comme un fantôme. Claire, dans sa solitude nouvelle, entama une thérapie, découvrant en elle des désirs refoulés au non pour les femmes, mais pour une vie plus audacieuse. Elle croisa Mathie par hasard dans une galerie, et au lieu de haine, elle lui tendit une main. Prends soin de lui. Il mérite d'être entier. Ce geste de pardon, inattendu, fissura les murs de culpabilité de Mathie. Mais le vrai haut de la vague approchait, une confrontation publique lors d'une projection de court-métrage à la Cinémathèque française, où Mathie présentait son film. Henri, assis au premier rang, applaudit avec un sourire narquois, prêt à semer le doute. Gaspard, venu en soutien, sentit son cœur se serrer quand des murmures s'élevèrent dans la salle. La salle de la Cinémathèque vibrait d'une énergie électrique, un mélange d'enthousiasme créatif et de tension sous-jacente. Mathie monta sur scène, les jambes flageolantes, son court-métrage projeté sur l'écran géant comme une confession arrachée. Les images défilaient, des hommes anonymes dans les rues pluvieuses de Paris, leurs regards se croisant dans des flashs de désir, une bande-son de piano mélancolique évoquant les tourments de l'amour interdit. À la fin, un silence pesant, puis des applaudissements épars. Mathie balbutia un merci, les yeux cherchant Gaspard dans la pénombre. Il était là, au troisième rang, les poings serrés, fier et terrifié. La question fatidique vint d'Henri, micro en main lors du débat post-projection. Votre film semble autobiographique. Parlez-nous de cette trahison qui hante vos personnages. Est-ce inspiré de la vie réelle? Disons, d'un certain professeur? Un ricanement étouffé parcourut la salle. Mathie pâlit, mais Gaspard se leva d'un bond, sa voix professorale tonnant comme un cours magistral. La trahison, monsieur, n'est pas dans l'amour assumé, mais dans le silence imposé par des hypocrites comme vous. La salle retint son souffle. Henri rougit, bafouilla une excuse. Mathie, galvanisé, ajouta, ce film est un hommage à ceux qui osent, malgré le prix. Ce soir-là marqua le climax de leur odyssée émotionnelle. De retour dans le studio de Mathie, ils s'effondrèrent en un enchevêtrement de rires nerveux et de larmes. Tu m'as sauvé, murmura Mathie, traçant du doigt les rides du front de Gaspard. Non, c'est toi qui m'as ressuscité, répondit l'aîné, ses lèvres effleurant la tempe du jeune homme. Leur intimité, jusqu'alors teintée de prudence, devint une célébration. Des heures passées à explorer chaque recoin de l'autre, des murmures de promesses dans l'oreille, un sanctuaire bâti contre le monde extérieur.
Pourtant, les retombées furent cruelles. Pierre, le fils aîné, envoya une lettre rageuse, « Tu as sali notre nom pour un caprice. Ne m'appelle plus père. » Julien, plus nuancé, visita Paris et rencontra Mathie lors d'un déjeuner tendu au Procope. « Il rayonne, papa, » confia-t-il à Gaspard ensuite. « C'est comme si tu avais enfin trouvé ta voie. » Ces mots, un baume, mais la blessure persistait. Claire, de son côté, entama une relation avec une artiste rencontrée en galerie ou une femme aux cheveux courts et au rire franc, miroir de ses propres libérations. Le conflit s'intensifia quand un éditeur contacta Gaspard pour un mémoire sur son coming out tardif, transformant sa vie privée en marchandise. Il refusa, mais les fuites continuèrent, des interviews volées, des photos volées. Mathie, épuisé par les nuits blanches à réécrire son scénario, craqua lors d'une dispute, « On est des marionnettes dans un théâtre absurde. Et si on arrêtait, avant que ça nous brise ?» Gaspard, le cœur en miettes, le serra contre lui, « L'amour vrai n'est pas un conte de fées, Mathie. C'est une guerre. Et je combats pour nous. » Dans un geste de rébellion romantique, ils s'enfuirent pour un week-end à Versailles, dormant dans une chambre d'auberge face au château endormi. Là, sous les étoiles froides, Gaspard lut à Mathie des passages de Les Chants de Maldoror, sa voix grave tissant un cocon d'intimité. Ils firent l'amour sur un balcon surplombant les jardins gelés, le monde réduit à leur souffle mêlé. « Tu es ma révolution » souffla Gaspard, et Mathie répondit, « Et toi, mon empire conquis ?» De retour à Paris, la trahison ultime frappa, Henri, rancunier, révéla à Pierre une preuve fabriquée ou des messages édités suggérant que Mathie profitait financièrement de Gaspard. Pierre, aveuglé par la colère, accusa son père de naïveté lors d'un appel virulent. Gaspard, effondré, douta pour la première fois, « Et si j'étais un vieil idiot, Mathie ? Un fardeau pour ta jeunesse ?» Le doute s'insinua comme un poison lent, empoisonnant les jours suivants. Mathie, sentant la faille, organisa une confrontation, il invita Pierre à Paris, sous prétexte d'une discussion familiale. Le rendez-vous eut lieu dans un café discret près de Montparnasse, l'air chargé d'odeurs de café fort et de croissants chauds. Pierre arriva, raide dans son costume de banquier new-yorkais, les yeux durs comme ceux de son père dans sa jeunesse. « Tu as ruiné papa » lança-t-il à Mathie. Mais Gaspard, présent, intervint avec une fermeté nouvelle, « Non, fils. J'ai ruiné ma propre vie en mentant pendant des décennies. Mathie m'a donné la vérité. » Les mots suspendus dans l'air, Pierre craqua, avouant ses propres luttes, un mariage en crise, une homosexualité niée par ambition. La révélation brisa la glace, père et fils s'enlacèrent, des larmes coulant librement. Mathie, témoin silencieux, comprit alors la profondeur des chaînes familiales. Henri, confronté plus tard par Gaspard, s'effondra en excuses larmoyantes, avouant sa jalousie d'une vie non vécue. « Pardonne-moi » balbutia-t-il. Gaspard, magnanime, lui tendit la main, « Le pardon n'efface pas, mais il libère. » Le printemps revint sur Paris, chassant les ombres hivernales. Claire et Gaspard signèrent les papiers finaux dans un notaire solennel, mais sans amertume, elle avait trouvé en sa compagne une partenaire d'âme, et ils échangèrent même des invitations à dîner. Mathie obtint un financement pour un long-métrage, inspiré de leur histoire non comme un scandale, mais comme un hymne à l'amour authentique, avec des échos de Brokeback Mountain transposés sur les berges de la Seine. Leur relation, forgée dans le feu des conflits, émergea plus forte, plus nuancée. Gaspard, libéré de ses chaînes, reprit l'écriture, un roman sur un amour tardif à Paris, dédié à Mathie. Ils voyageaient ensemble un été en Toscane, des automnes dans les vignobles bordelais tissant une tapisserie de souvenirs. Les nuits étaient des sanctuaires de tendresse, où Gaspard, avec sa sagesse d'âge, guidait Mathie dans ses doutes créatifs, et Mathie, avec son feu juvénile, ravivait l'étincelle chez l'aîné. Un soir d'été, assis sur un banc des Tuileries, face à la Louvre illuminée, Gaspard prit la main de Mathie. « J'ai 56 ans, et pour la première fois, je vis pleinement. » Mathie sourit, les yeux pétillants, « Et moi, 26, j'ai trouvé mon éternité. » Ils s'embrassèrent sous les étoiles, indifférents aux passants, un geste simple qui scellait leur victoire. La vie, avec sa cruauté et sa grâce, continua. Pierre revint avec son propre partenaire, Julien organisa des Noëls inclusifs, Claire devint une amie improbable. Leur amour, humain dans sa fragilité, devint un témoignage, que l'authenticité, même tardive, vaut tous les risques. Dans l'ombre d'un écran autrefois banal, s'était allumée une lumière indélébile, celle de deux âmes enfin alignées.